Due parole giusto per ringraziare intanto Paola che ha organizzato il convegno e quindi mi ha fornito questa occasione, diciamo, per analizzare un tema che rientra nell'ambito della mia tesi, ma di cui non mi ero occupata, diciamo, in modo specifico prima di questo convegno, che è appunto il ritmo. E quindi il mio intervento sarà in francese, proprio perché appunto costituisce, diciamo, una parte integrante della mia tesi di dottorato alla quale sto lavorando da quasi 6 mesi. E quindi appunto passo al francese per l'intervento. D'accord. Alors, ma communication s'articule autour des phénomènes rythmiques. Voilà, c'est alors lo tengo così. Alors, ma communication s'articule donc autour des phénomènes rythmiques qui caractérisent un trait spécifique de la prose de Marcel Proust, qui est souvent mentionné dans les travaux de stylistique, mais qui jusque-là n'a pas fait l'objet d'études approfondies et ponctuelles. Et il s'agit donc du système d'adjectivation ternaire. Cette modalité de caractérisation qui prévoit le recours à des expansions adjectivales formées de 3 épithètes, élargies parfois à 4 ou 5 éléments, est un fait stylistique qui, de par sa fréquence et sa singularité, ne passe pas inaperçu. Et ce d'autant plus que c'est l'auteur lui-même, donc c'est Marcel Proust qui se charge dans l'une des nombreuses digressions métalinguistiques présentes dans la recherche d'aiguiser notre attention à ce sujet. Et je fais bien sûr allusion au célèbre passage de Sodome et Gomorrhe ayant pour protagoniste la vieille marquise de Cambremer et sa stricte observance de la soi-disant règle des 3 adjectifs. Le narrateur identifie dans cette structure issue de la tradition oratoire un signe distinctif de l'écriture et partant de la personnalité de ce personnage, et qui incarne dans le roman les goûts culturels démodés de l'aristocratie provinciale. Et la délectation du stylisticien face à cette tournure un peu surannée se double aussitôt d'une certaine ironie, motivée essentiellement par l'usage machinal et affecté que la vieille dame en fait dans sa prose, où les 3 adjectifs, comme vous le voyez dans l'exemple que j'ai mis à l'écran, au lieu de traduire une progression, un crescendo sémantique ou rythmique, sont agencés en ordre décroissant. Le contresens manifeste et systématique de la vieille marquise de Cambremer excite donc la curiosité du narrateur quant aux motivations profondes d'un tel tic de langage, et il formule l'hypothèse d'une discordance foncière entre la mobilité que ressentirait la marquise et l'arsenal de ses moyens expressifs, pour en venir finalement à la conclusion sarcastique que je vous cite maintenant. Le narrateur dit qu'il y eut seulement un 4e adjectif et de la mobilité initiale, il ne serait rien resté. Or, au-delà de ces considérations amusantes, l'intérêt de ces remarques autonymiques du narrateur réside dans l'attitude quelque peu contradictoire de l'écrivain Proust vis-à-vis de cet outil stylistique. Car si d'une part, il semble le reléguer complètement parmi les vestiges langagières d'un monde et d'une époque en voie de disparition, d'autre part, il le juge digne de réflexion à intégrer au sein de la diégèse, comme s'il entrevoyait donc la possibilité d'une récupération, d'une régénération de cette structure désuète, certes, mais susceptible d'être retranchée du verbiage mondain et d'être réutilisée d'une façon nouvelle. La grande trouvaille donc, de Proust consistera essentiellement à faire converger autour d'un même pivot, de nature nominale le plus souvent,
un nombre variable d'adjectifs, en général de 3 à 5, mais parfois il s'agit aussi de 6 adjectifs, appareillés au même substantif, qui sont sémantiquement hétérogènes, qui ne sont donc en presque aucun cas des synonymes, et qui appartiennent souvent à des domaines sensoriels différents. Qui plus est, leur agencement ne respectera pas les catégories habituelles de la gradation, mais s'avérera beaucoup plus complexe et ne sera pleinement lisible qu'en prenant en compte le réseau métaphorique dans lequel les adjectifs s'inscrivent et qui contribue à structurer. Donc un exemple, juste pour vous éclaircir, pour éclaircir le sujet, donc pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Alors, nous voyons là l'exemple très célèbre du début du côté de chez Swann, et donc le tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers qui annonce l'arrivée de Swann, un personnage très important de la recherche, dans la maison du Conrad. Et donc, en observant cette triade, on s'enchevêtre des impressions auditives, visuelles et tactiles. On comprend bien la raison d'étiquettes, comme par exemple adjectifs discordants ou désaccordés, ou encore divalicati, que l'on peut lire dans quelques études. Et donc il s'agit d'autant de dénominations qui véhiculent la même idée de divergence, de contradiction et d'inattendu, propre aux adjectifs ainsi assemblés. Elle constitue néanmoins un indice évident du fait que l'attention des critiques qui les ont forgées ait été accaparée au premier chef par l'incongruité sémantique qui affecte le constituant des triades, tandis que d'autres niveaux d'analyse, comme le rythme, susceptibles de faire émerger la profonde cohérence de ces appariements, ont été négligés. Et alors, j'essaierai, dans ma contribution, donc, de mettre en lumière quelques aspects qui concourent à créer le rythme poétique de ces séries de qualificatifs. Et une étude rythmique un peu poussée de certaines occurrences nous révèle en effet que les éléments de ce que Joseph Pilon appelle le rythme fondamental de la langue, c'est-à-dire essentiellement l'alternance des élans, donc des syllabes non accentuées et déposées, des syllabes accentuées, en combinaison avec les variations du nombre de syllabes, ainsi que le rythme des sons, donc les échos consonantiques et vocaliques, participent incontestablement de la mise en place du sens du texte proustien et représente en outre l'un des lieux textuels où s'incarnent les théories esthétiques que Proust expose aussi bien dans la recherche que dans son essai théorique contre Sainte-Beuve. Alors, la première occurrence que j'aimerais soumettre à votre attention représente, à vrai dire, un contre-exemple de ce que je me propose de montrer ici, ou plus exactement un démenti opposé à la théorie par la pratique factuelle de l'écriture. Et je fais référence à la rébellion nomastique qui ouvre la troisième partie du côté de chez Swann, et où le narrateur adulte se souvient des fantasmes et des croyances nourries par les noms des villes italiennes et normandes, où enfant il désirait se rendre. Le narrateur retrace donc les réseaux d'associations synesthésiques déclenchés par la sonorité des noms dans son imagination exaltée, en mettant surtout l'accent sur l'action d'absorption et de métamorphose que le nom, de par son pouvoir évocateur, exerçait à cette époque, dans son enfance, sur la réalité des lieux désirés. Le développement consacré au nom de Parme attire plus spécifiquement mon attention car non seulement l'identification de ces caractéristiques essentielles se fait au moyen d'une accumulation adjectivale, mais surtout parce qu'il est censé offrir en témoignage, en action, d'un exposé théorique que le narrateur fait précéder à l'énumération des exemples. Et donc, le narrateur nous fournit d'emblée une sorte de viatique quand il nous explique que, et je cite, les noms présentent des personnes et des villes qui nous habituent à croire individuelles, uniques comme des personnes, une image confuse qui tire d'eux, de leur sonorité éclatante ou sombre, la couleur dont elles pensent uniformément. Alors cette affirmation est intéressante parce qu'elle postule un lien entre un élément rythmique, c'est-à-dire les constituants phoniques du nom propre, et le surgissement d'une couleur spécifique qui tenterait l'image de la ville irradiée par le nom même. Il s'agirait donc d'un mécanisme proche de la synopsie, puisque la tonalité des sons composant le signifiant du nom évoquerait à l'esprit du narrateur une coloration plus ou moins intense, qui à son tour donnerait le branle à une suite d'associations et d'images attribuant au signifié une essence nouvelle, susceptible de remplacer dans l'esprit de l'enfant le référent réel, donc le lieu géographique.
Bon, ça, c'est la théorie que Proust même nous expose. Mais qu'en est-il en fait de la pratique du texte? Alors, le nom de Parme, comme vous le voyez, se présente aux yeux de l'enfant par les qualités suivantes. Donc, il est compact, lisse, mauve et doux. L'incongruité apparente de cette accumulation adjectivale, qui affiche d'ailleurs une grande densité rythmique due au rapprochement des posés et des volumes syllabiques réduits, parce que nous avons un 10 syllabes et 3 monosyllabes, est rattachée par le narrateur lui-même à une motivation d'ordre phonique. Selon lui, c'est bien cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun air, qui éveillait chez lui l'impression entièrement subjective de pesanteur, de masse étale, qui transpose ensuite au nom et à la ville entière. Alors, le seuil de lourdeur propre en monosyllabe, et reconductible sans doute à la finale consonantique très riche, semble ainsi faire l'objet d'un transfert métonymique investissant l'adjectif compact. Tandis que l'absence de rupture dans la réalisation orale du nom a suscité vraisemblablement l'image d'une surface polie, tel un mur passé au ripollant, comme le suggère aussi l'allusion à la demeure qui se voit habiter à Parme, également lisse, compacte, mauve et douce. Pour ce qui est trait aux 2 dernières épithètes de la série, leur justification est extra-linguistique, puisque leur choix découle de l'encyclopédie personnelle du jeune homme, qui a appris, ou sait par lui dire, que le symbole de Parme est la violette, d'où l'adjectif mauve, et qui se souvient de la douceur ressentie en lisant Stendhal, la chartreuse de Parme. Et donc tout se tient, vers Flaubert, la démonstration paraît exhaustive et inattaquable du point de vue logique. Et pourtant, un regard plus attentif, posé sur les 2 premières épithètes, nous oblige d'aller plus loin. L'agencement syntaxique du paragraphe nous montre en effet que la glose explicative soulignant la lourdeur du nom, de la syllabe du nom ne vient en fait qu'après coup, lorsque le lien entre le nom Parme et ses caractérisants a déjà été tissé, comme pour étayer par des explications rationnelles une association spontanée dérivant en fait du rapprochement phonique entre le toponyme et l'adjectif compact. Tous 2 partagent en effet la syllabe, peu-un, tous 2 se terminent par une finale consonantique, et tous 2 se composent enfin d'un nombre exigu de syllabes. Leur relation serait ainsi motivée, en première instance, par des similarités phonétiques, par une puissance d'évocation propre au signifiant et perçue d'abord au niveau sensoriel. On pourrait ainsi avancer l'hypothèse d'une correspondance inédite entre son et sens, issue de l'appréhension simultanée des 2 plans par l'esprit de Proust, et développée dans un second temps en faisant appel à la notion de lourdeur. Suivant Gérard Genette, nous dirions qu'en cette circonstance, le signifiant, et notamment son constituant P1, commun aux 2 termes contigus, agit sur le signifié, en transférant donc l'attribut de notatif de compact au nom propre, et par ricochet au signifié tel que le conçoit l'esprit du narrateur. De surcroît, l'examen des avant-textes, et notamment des nombreux fragments contenus dans le cahier 32, nous révèle que l'adjectif compact, avec son sel de densité, représente une constante au fil de différentes versions, et donc une qualité perçue et isolée depuis les toutes premières tentatives de rédaction, et qui dès lors subsiste aux variations chronologiques et perceptives, amenées par la nature catalysable, comme le dit Roland Barthes, du nom propre. Dans le fragment numéro 7 de l'esquisse 77, que l'on trouve dans l'édition de la Pléiade, on lit par exemple cette autre version qui n'a pas été retenue. Ce Parme, qui n'est pour nous qu'un beau nom large, uni et compact, qui est légèrement bu, et également répercuté sur sa surface unie, comme font ces substances grasses qui arrachent aux fleurs leur parfum, la couleur des violettes mauves. Alors, l'adjectif large, qui n'a pas été retenu dans la version finale, est néanmoins intéressant à bien des égards, car non seulement il vient confirmer l'hypothèse d'un rapprochement sémantique entre le substantif et son qualificatif, entraîné aussi par des éléments rythmiques, par exemple le même nombre de syllabes, l'écho paronymique qui résulte du même groupe phonique en début de mot, formé par la voyelle ouverte A et par la consonne vibrante R. Mais il semble quasiment démentir l'explication théorique qui sera donnée ensuite dans le texte définitif, puisque dans cette esquisse, la syllabe du nom propre, donc Parme, renvoie non pas à la lourdeur et à l'étroitesse d'un lieu où ne circule aucun air, comme on a vu,
mais à la largeur d'espaces uniformes et étals. Par conséquent, l'explication de nature démonstrative fournie par le narrateur dans le texte définitif ne doit pas nous dérouter. Il ne s'agit ni de viser une harmonie imitative, stricto sensu, ni de se laisser aller à une remotivation complète du signifiant, et encore moins de pratiquer une expérience d'audition colorée, comme le faisait René Guil par exemple. Et alors, la prétendue lourdeur de la syllabe constituant le nom de Born s'avère motivée par un processus associatif à rebours, plus subtil, et qui repose sur une attention aux résonances et aux similarités des signifiants. La part de subjectivité qu'intervient indiscutablement dans la création des imageries proustiennes est accompagnée et voire même légitimée par une attention constante aux échos phoniques et au potentiel d'évocation intrinsèque de chaque mot, qui dépend également des connotations qu'il a assumées dans le vécu du locuteur. On ne saurait donc voir de cratilisme véritable chez Proust, comme le prétend Barthes, mais plutôt une illusion cratiléenne. Et j'emprunte cette expression à Germilly, qui a étudié cette problématique dans son très beau texte, la phrase de Proust, des phrases de Bergotte, des phrases de Vinteuil. Et alors, l'auteur, fidèle à ce que Gérard Genette appelle l'optimisme du signifiant, s'évertue à nous montrer que le lien entre signifié et signifiant ne serait pas arbitraire, mais aurait une motivation plausible, sous-jacente et cachée, que le travail de l'écrivain se doit d'enquêter. Par conséquent, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la dimension rythmique, et tout particulièrement les matériaux phonétiques bruts, constitue pour Proust l'une des principales voies d'accès au mystère des rapports d'ordre analogique qui lient des entités du monde en apparence éloignées. Et alors, les appareillements hétéroclites qui donnent lieu aux accumulations adjectivales proustiennes ne peuvent donc être saisis dans leur plénitude si l'on néglige l'entrelacement simultané de sens et de forme qui sous-tend les associations les plus hardies, comme celle-ci. Alors, un deuxième exemple, peut-être précisera encore mon propos. Je prends comme exemple l'un des foyers poétiques les plus riches du roman proustien, qui se construit autour des scènes ayant en premier plan la musique de Vinteuil. Donc, tous les lecteurs de la recherche connaîtront sans doute la célèbre sonate de Vinteuil. Sonate qui joue un rôle essentiel dans la parabole amoureuse, d'abord du personnage Charles Swann, et puis aussi dans la vie du narrateur, et notamment pour la découverte de la vocation que le héros accomplit à la fin du temps retrouvé. On constatera donc sa surprise que dans ces passages où le narrateur s'efforce vraiment de donner une transcription intelligible d'impressions musicales, poignantes mais fugaces, les triades, et voire les accumulations adjectivales, sont très fréquentes. Et il va de soi que dans de tels morceaux de bravoure, le mouvement rythmique de la phrase, ainsi que ses relais textuels, font l'objet d'une attention spéciale de la part de Proust. Alors, la première apparition de la petite phrase de la sonate de Vinteuil a lieu au début du récit de Swann, et elle est évoquée par le filtre perceptif du personnage de Swann. Donc. Et alors, contrairement à mon propos, mon analyse se bornera à la mise en relief de quelques aspects rythmiques affectant les séries adjectivales de cet exemple, et notamment le premier groupe de caractérisants rattachés à la ligne du violon, à la petite ligne du violon. Alors, nous pouvons remarquer d'abord que dans cette occurrence, les deux accumulations adjectivales ne sont pas des triades mais des quaternes, et composées donc d'un groupe de 3 épithètes juxtaposées, séparées par une virgule, auquel est relié un quatrième adjectif au moyen de la conjonction de coordination et. En ce qui concerne le rythme, l'étude du mouvement prosodique souligne une densification rythmique en correspondance du groupe adjectival. En effet, si les deux premières phrases se caractérisent par des posés assez espacés, car nous comptons 5 posés peu marqués pour 2 unités de 13 et 12 syllabes respectivement, ce qui implique accessoirement une accélération du débit de la lecture due à l'absence de coupe. La suite d'adjectifs se distingue par une augmentation sensible du marquage des posés et par leur rapprochement. Nous trouvons 4 posés pour une unité prosodique de 8 syllabes. La lecture donc se fait plus lente et plus saccadée, puisqu'à chaque virgule correspond une coupe et une rupture du flux informationnel. Alors, je vais essayer de lire de façon interprétée.
même si je sais que je n'égalerai pas Antonio Lavieri dans son interprétation de ce matin, mais tout de même j'essaye. Et donc, ça avait été déjà un grand plaisir quand, au-dessus de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever, en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme l'amour agitation des flots, que charme et bémolise le clair de lune. Alors, si l'on descend d'un cran et que l'on se penche ensuite sur le niveau inférieur des unités prosodiques, on peut relever assez aisément que l'agencement des adjectifs se fait par unités successives inégales. Donc un qualificatif monosyllabique, mince, succède à un adjectif de 3 syllabes, résistante, ce qui entraîne un phénomène d'expansion du rythme, car le posé suivant est situé après 2 syllabes d'élan. Et la même alternance se répète ensuite pour les 2 autres épithètes. Suivant les propos de Joseph Pinot, donc dans son texte, dans son ouvrage Le mouvement rythmique en français, on pourrait affirmer que le rythme fondamental de cette catane adjectivale, procédant par élargissement et contraction, se situe en accord parfait avec le mouvement de la ligne du violon, si bien qu'il reflète le sémantisme des épithètes, le deux monosyllabes évoquant la ténuité et la fugacité du son, alors que les trisyllabes figurent sa persistance et véhiculent un sentiment de durée du son qui se prolonge malgré sa fragilité. Un rétrécissement ultérieur du champ d'observation nous permet aussi de souligner que Proust dispose de ces adjectifs en chiasme. Disposition qui gagne pourtant en efficacité grâce au retour de certains constituants phoniques communs aux 2 membres jumeaux, que j'essayais de mettre en relief par ces couleurs. Et les monosyllabes, placés donc respectivement en première et en troisième position, sont liés par la présence de la même finale consonantique, S, ainsi que par l'apophonie concernant les voyelles nasales. Les trisyllabes, quant à eux, partagent plusieurs sons consonantiques, par exemple la consonne R, le son T avec le pendant sonore D, puis la voyelle fermée I, et sont en plus caractérisés par l'écart très faible entre 2 réalisations voisines du même timbre vocalique, donc un E plus fermé, résistante, et un E plus ouvert, directrice. Le nombre de similarités phoniques est également significatif si l'on croise les éléments non isosyllabiques de la série. Et donc les épithètes minces et résistantes partagent par exemple le son S, la voyelle I et les voyelles nasales. L'adjectif résistante présente la même voyelle nasale et la même consonne constrictive que son voisin. Et les épithètes denses et directrices affichent enfin un écho consonantique initial, D, qui rend plausible même l'hypothèse d'un engendrement par proximité. Alors, le moule rigide du chiasme se trouve ainsi éclaté, et on voit bien, comme le souligne Jean-Mi, à quel point les résonances phoniques sont susceptibles d'élucider de nouveaux rapports sémantiques et de faire naître, je cite Jean-Mi, des relations entre unités, contiguës ou éloignées, du réel ou du texte. Avant de dresser un bilan partiel, il est important d'opérer un nouveau détour du côté des avant-textes. Et donc le passage que nous avons analysé ne figure ni dans la version continue de 1910, ni dans le remaniement de 1911 dans L'amour de Swann. Et ce passage n'apparaît que plus tard, dans une édition manuscrite à la dactylographie de 1911. Et donc, je vous ai mis là l'édition à la dactylographie, et nous voyons donc un texte moins tenu, moins pur par rapport au texte définitif, où le jaillissement confus de l'impression n'a pas encore été éclairci et enfermé dans ce que Proust appelle, dans le temps retrouvé, les anneaux nécessaires d'un beau style. Vous voyez que nous sommes encore assez loin de la version définitive, car les épithètes qui caractérisent la ligne du violon sont seulement 2, minces et résistantes, et sont antéposées à leur substantif. Et cette antéposition peut être expliquée sans doute pour éviter l'effet du cumul dans la partie gauche du syntagme, qui risquerait peut-être de noyer les épithètes, ne ferait pas ressortir leur prégnance et leur sémantisme individuel. Et c'est pour ça que Proust préféra par la suite la postposition en épithète détachée.
Cette description primitive s'articule ainsi autour d'un contraste simple entre la ténuité du son du violon et sa persistance. Les liens subtils entre les différentes parcelles de la sensation ne sont pas encore en place, puisque sa création sur la page ne contemple pas, à ce stade, l'idée de densité associée au violon, alors qu'elle figure déjà l'image d'une traînée, d'une trace prolongée et fixe que laisserait derrière soi le violon. Et de ce fait, il semble déjà contenir en germe l'adjectif directrice de la version définitive, dont l'apparition semble pourtant subordonnée, ou on pourrait même dire entraînée, par l'autre ajout important, celui de l'épithète dense. Et donc, au-delà de l'analyse génétique, il reste que dans le texte publié, nous sommes confrontés à un réseau d'images très serré, où la stricte signification des mots ne semble pas primer la dimension rythmique et sonore, mais se situer de plein pied avec elle. Et donc, les couplages obtenus en considérant d'abord le nombre de syllabes et puis les échos phoniques sur l'axe syntagmatique révèlent toute la complexité de la traduction des impressions qu'opère Proust. Et un dernier exemple nous aidera à préciser ultérieurement en quelle mesure l'exploitation avisée des ressources rythmiques permet à la phrase proustienne d'atteindre un effet de véritable mimétisme du phénomène qu'elle se propose d'appréhender. Et donc dans le passage en question, qui est tiré toujours du premier volume de la recherche, il s'agit plus particulièrement d'un événement atmosphérique dont le narrateur émerveillé décrit le surgissement inattendu et l'intensification progressive. Alors là encore, j'essaie une lecture interprétée. Donc un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère, comme des grains de sable qu'on lui laissait tomber d'une fenêtre au-dessus. Puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel. C'était la pluie. Alors, on notera d'emblée que le mouvement de la phrase se déroule suivant une construction typique de la période oratoire. Donc nous avons une longue protase préparatoire qui culmine sur un acmé très tendu, signalé d'ailleurs typographiquement par les 2 points, et suivi d'une courte apodose, donc une partie descendante, qui marque un effet de chute abrupte et de surprise. Nous apprenons enfin que le sujet de la description est le début d'une averse estivale. Alors la phrase avance vers son acmé en alternant des effets d'accélération et de ralentissement qui résultent surtout de la longueur différente des unités prosodiques et d'une concentration variable des posés, donc des accents. Si on observe par exemple la 2e et la 3e unité prosodique, il apparaît que la séquence, comme si quelque chose l'avait heurté, composée de 8 syllabes et affectée d'un seul posé marqué sur la syllabe finale du participe passé, présente une basse densité rythmique, laquelle prélude à l'intensification de la séquence suivante, où en revanche on compte 4 posés pour un ensemble de 8 syllabes. Alors, la multiplication des posés marque un ralentissement de la prosodie et en même temps une concentration plus grande de l'attention sur ce qui se passe au dehors et suscite le ravissement du narrateur. Alors, les mots amples, chute et légère, qui se trouvent ainsi mis en relief par le mouvement rythmique fondamental, ils se sont mis à rayer parce qu'ils constituent la charpente de la comparaison qu'associera après coup la pluie, donc les gouttes de pluie aux grains de sable. Et la même démarche d'amplification et de resserrement se produit dans la seconde partie de la phrase, où l'accumulation adjectivale est précédée par une nouvelle densification du rythme autour de la suite anaphorique de participe présent, où les posés rapprochés affectant les syllabes homophones véhiculent l'impression de martèlement, renforcée en outre par la juxtaposition qui impose des coupes assez nettes, mimant de la sorte le renforcement du débit de l'eau. Alors la perception d'un orage qui s'est fait de plus en plus intense et qui s'amplifie de manière uniforme trouve un écho dans l'augmentation constante des volumes syllabiques de l'expansion adjectivale. Et la liaison rythmique très étroite entre la première épithète et le dernier participe, dont elle dépend, donc devenant fluide, se délite au fur et à mesure que le nombre de syllabes croît et que les posés s'espacent. Et donc le rythme fondamental de la phrase évolue en accord avec le bruit de gouttes de pluie qui se régularise
Et la dynamique d'expansion qui caractérise l'agencement des adjectifs reflète en outre la démarche stylistique globale, car chaque qualificatif est censé approfondir et préciser le noyau originaire de l'impression, voire le nuancer ou le corriger. Alors la chute de la phrase vient parfois étouffer ce crescendo par une compression inopinée des volumes et par une concentration du rythme, afin d'accentuer la démarche de dévoilement et de faire valoir le mot thème du passage, donc le mot pluie. Et malgré le caractère conclusif de la clausule et l'achèvement de l'image, la finale sémivocalique du mot pluie laisse comme une traîne, un écho qui retentit comme dans un dernier souffle. Et donc l'effet visé par Proust semble bien être celui d'un rayonnement ou d'un rebondissement, comme le dirait Jean Mouton, du mot-clé, pluie. Rayonnement donc qui se propage dans toute la phrase, et donc le mot pluie, dont les constituants phoniques sont le groupe consonantique formé d'une occlusive P et d'une liquide L, suivi du glide oui. Alors le relief particulier donné à ce substantif dépend à la fois de sa position terminale, du posé très marqué certifiant l'aboutissement de l'image non préparée, et surtout des figures rythmiques produites par la résonance des échos consonantiques et vocaliques du mot au sein du paragraphe, et notamment à l'intérieur de la série adjectivale. En effet, 2 des 5 adjectifs choisis, universel et musical, reprennent en début du mot le son vocalique fermé, U, qui est proche de la semi-voyelle oui de pluie, et tandis que le premier adjectif, fluide, entretient avec le mot-clé un lien paronymique, car il présente le même groupe phonique composé de la consonne liquide L et de la semi-voyelle, précédé dans les 2 cas par une consonne sourde, l'une privative, l'autre occlusive. Et donc, on peut affirmer que le mot vedette est déjà contenu dans le premier adjectif, grâce à cet écho initial, qui établit en quelque sorte un palimpseste et anticipe aussi bien au niveau sémantique qu'au niveau phonique l'objet de la description, donc la pluie. Alors, le champ poétique qui s'irradie à rebours autour du mot pluie est bien visible si l'on se penche sur les consonnes qui forment les adjectifs, car on relève une écrasante majorité de labiales et de palatales, soit les constituants consonantiques du mot thème. Et le son liquide L est devant le plus fréquent, car il apparaît non seulement dans 4 adjectifs sur 5 de la série, mais il se trouve apparaît aussi en un cas à la consonne labiale B, avec laquelle il forme le pendant sonore du couple PL, ouvrant le mot thème. Et le même couple PL, voire PL, revient aussi quelques lignes plus haut dans les mots ample et sable, précédés en cette occurrence dans la même voyelle ouverte A. Une analyse encore plus poussée est menée surtout en comparant le texte définitif que nous avons étudié avec ces avant-textes, révélerait encore plus clairement à quel point les phénomènes rythmiques que l'on peut déceler dans la prose proustienne sont non pas des détails anodins et destinés à la tribu de quelques stylisticiens, mais sont des compléments essentiels pour en saisir toute la richesse. Et donc je renvoie aux actes du colloque où je mettrai en note un avant-texte de ce dernier passage également. Et alors, en abordant ce passage, nous avons essayé de montrer que c'est aussi grâce à des effets de rythme parfaitement maîtrisés que les outils stylistiques et lexicaux convoqués pour traduire, en cette occurrence, l'essor de la pluie, forment un réseau cohérent et bien soudé, qui réussit à mimer dans toutes ses facettes un événement qui est à la fois ordinaire, comme la pluie, mais émouvant. Alors, en conclusion, je dirais que, bien qu'on ne puisse pas dégager de schéma rythmique fixe, qui se présenterait de façon récurrente à chaque fois que Proust étoffe ses descriptions à l'aide de triades, d'accumulation d'adjectifs, l'aspect du rythme mérite à coup sûr une plus grande attention de la part des stylisticiens. Car le postulat d'incohérence sémantique des couplages, qui émerge dans la définition que j'ai mentionnée dans mon introduction, se trouve doublement mise à mal. Car d'une part, l'intégration sémantique des épithètes dans les réseaux isotopiques tissés dans le cadre de la phrase ou du paragraphe est évident pour qui sait aller un peu au-delà des limites du syntagme. Et d'autre part,
Le travail scrupuleux mené par Proust sur les effets décophoniques et sur la prosodie contribue à resserrer les liens, ces liens sémantiques et s'avère être un gage de cohérence supplémentaire. Le binarisme forme-sens se trouve ainsi dans une certaine mesure dépassé, à la joie des symbolistes, mais d'une manière tout à fait personnelle. Il ne s'agit nullement de produire des nouveaux bibliodynamités sonores, comme dit Mallarmé, d'abolir donc le sens au profit de l'écho, mais de le faire surgir dans et avec lui, en exploitant les similarités phoniques pour établir des relations sémantiques inattendues. Fondées sur une... Voilà, ça c'est Proust qui me gronde du ciel. Voilà. Et donc, en exploitant les similarités phoniques pour établir des relations sémantiques inattendues, fondées soit sur une équivalence admise, soit sur l'opposition, ou encore pour mettre au jour une parenté surprenante entre entités disparates. Alors j'espère avoir montré que les choix à fondement des alliances des mots proustiennes sont motivés aussi par une grande sensibilité aux sonorités, à la prosodie, aux inflexions rythmiques, qui, savamment manié, confère à la phrase ce que Proust appellera cet accent indépendant de la beauté du style, inséparable de la personnalité intime de tout grand écrivain. Et alors, c'est aussi en consacrant un soin particulier à l'agencement rythmique des séries adjectivales, outre à leur sémantique, que Proust réalise, à mon humble avis, dans son texte, c'est cet effet de fondu qu'il identifie dans cette lettre de 1904 à Anna de Noailles. Donc le fondu qui serait l'essence du vernis des maîtres, donc la marque distinctive d'un artiste original, d'un sujet, et d'un style apte à exprimer une vision pluridimensionnelle de la réalité. Merci.